Salut à tous et bienvenue sur Hello Culture. Le soleil et les longues soirées d'été sont de retour, et avec elles, on entame le dernier mois de cours pour tous les étudiants avant de longues vacances d'été bien méritées. Que ce soit les élèves du primaire, de secondaire, du supérieur ou encore les enseignants de manière générale, tous attendent impatiemment l'arrivée de ces fameuses grandes vacances. Mais en fait, pourquoi elles sont si longues nos grandes vacances ? Pour tenter de trouver une explication à un chouïa plus historique que « Bah c'est parce qu'il fait chaud monsieur, non ?» nous allons devoir faire un bond de plusieurs siècles dans le passé. Nous voilà en 1231, le 13 avril très exactement. Pour limiter les absences des étudiants qui désertent les universités durant les moissons d'été pour pouvoir aider leurs parents au champ, le pape Grégoire IX, connu pour être le père de l'Inquisition, décide de fermer les facultés durant 1 mois sur cette période. Et voilà, les grandes vacances sont nées, et avec elles d'autres privilèges et interdits concernant les universitaires, mentionnés dans la bulle Parens Scientiarum Universitas. Il ne faut évidemment pas imaginer que le pape Grégoire autorise ses vacances d'été de manière gracieuse, non. Le pape étant le représentant suprême du clergé, il se sentait très concerné par la qualité et la quantité des récoltes pour pouvoir percevoir sa dîme sans problème. Pour rappel, la dîme était un impôt prélevé par l'église catholique au Moyen-Âge et consistait en un prélèvement d'1 dixième de la récolte des paysans ou de la production d'un artisan. Les seuls autres jours de vacances durant l'année scolaire étaient des jours de congé accordés aux étudiants afin qu'ils puissent au mieux suivre la parole religieuse. La période de grandes vacances d'été perdure ainsi tant que l'agriculture est prédominante en Europe centrale et en particulier en France. Cette période s'étend même en durée pour coïncider avec les vendanges, qui ont lieu le plus souvent au courant du mois de septembre. Les conciles du Latran de 1179 et de 1215 rappellent le principe de la gratuité de l'enseignement. Les universités étaient théoriquement ouvertes aux étudiants modestes, mais pour pouvoir passer les examens, il fallait payer d'énormes sommes. C'est pourquoi des laïcs ou parfois même des ecclésiastiques fondent des collèges qui permettent d'accueillir aussi des fils de paysans dès la fin du XIIe siècle, et ce, en toute gratuité. Voilà pourquoi il était possible de rencontrer des fils de paysans dans les grandes écoles et dans les universités, et on comprend donc beaucoup mieux pourquoi l'absentéisme scolaire durant l'été et la moisson était si important. Au XIXe siècle, les collèges et les lycées publics et privés étaient encore une fois surtout fréquentés par les privilégiés, les enfants de la bourgeoisie et de l'aristocratie. À la fin de chaque été, ils rejoignaient les résidences secondaires de leur famille pour participer non pas aux moissons ou aux vendanges comme c'était le cas pour les classes sociales plus modestes, mais à la chasse à courre. C'était une activité noble qui se déroulait toujours du 15 août au 1er octobre, un moment de sociabilité autorisé par le pouvoir central qui servait notamment à nouer des liens entre les familles. Au début du 19e siècle, les grandes vacances dans l'enseignement allaient donc du 15 août au 1er octobre. Elles coïncidaient comme ça au temps de la chasse. En effet, les nobles ne devaient pas produire ou commercer, cela aurait été dérogé à leur rang, d'où un mode de vie en alternance. En ville, dans leur hôtel particulier à la mauvaise saison, et à la campagne dans leur château durant la belle saison. À leur tour, de nombreux bourgeois ont cherché à vivre noblement. Prendre des vacances, c'était montrer que l'on était au-dessus des travailleurs et que l'on se distinguait d'eux. Ils ont donc acheté des maisons à la campagne pour y passer les vacances. En définitive, au 19e siècle, les enfants de la bourgeoisie et de l'aristocratie rejoignaient leur famille en été, non pas pour participer aux travaux des champs comme leurs camarades moins aisés, mais plutôt au réseau de sociabilité qui se nouait alors en particulier autour de la chasse. Les grandes vacances scolaires apparaissent en France suite aux lois de Jules Ferry de 1882 qui rendent l'école primaire obligatoire. En 1875, il est décidé qu'elles commenceront désormais le 9 août, et puis à partir de 1891, le 1er août. Enfin, en 1912, le début des grandes vacances est avancé au 14 juillet, mais elles durent toujours jusqu'au 1er octobre. On est donc passé de 1875 à 1912, d'1 mois et demi de grandes vacances à 2 mois et demi. En 1959, les grandes vacances sont déplacées dans leur ensemble de 2 semaines. Elles commencent plus tôt, le 1er juillet, et finissent donc plus tôt aussi, à la mi-septembre. Dès 1960, un an après, la rentrée est avancée au 16 septembre, et le début des grandes vacances est fixé au 28 juin. C'est alors que les grandes vacances atteignent leur maximum, c'est-à-dire 10 semaines de congé. La population agricole étant encore importante et la petite paysannerie ayant toujours besoin de l'aide des adolescents, la circulaire fixant le calendrier scolaire de l'année 1960 à 1961 précise qu'il est prévu des autorisations d'absence entre les 15 et 30 septembre qui sont accordées dans les départements viticoles compte tenu des travaux de vendange. En 1981, sous l'impulsion des mouvements pédagogiques qui exigent un rééquilibrage des vacances scolaires, les grandes vacances
vacances, devenues les vacances d'été, vont être amoindries. 2 semaines en moins au profit des vacances de la Toussaint. Les 2 semaines de vacances de septembre disparaissent définitivement avec l'extinction de la petite paysannerie. Hello, darkness, my old friend. Les mois de juillet et août, eux, ne peuvent être entamés sans risque de protestation des corporations professionnelles qui ont des activités touristiques, d'où le maintien des 8 semaines de congés d'été. Voilà comment les grandes vacances des jeunes liées aux activités agricoles du 19e siècle et de la première partie du 20e siècle sont devenues les vacances d'été de tous. Ouais! Eh ben, et toi, tu le savais ça ? Si toi aussi t'as des questions ou d'autres idées concernant des sujets que tu voudrais voir développer, n'hésite pas à laisser ton commentaire. Pour les autres, on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Salut!